Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. J'ai découvert, au gré de mes lectures, vous savez que je lis un peu de temps en temps, un nouveau magazine, le magazine Nexus, dont la couverture du numéro de mai-juin m'a interpellé. Tous complotistes. Voilà le titre du magazine Nexus, la fabrique d'une autocensure de masse. La question du complotisme, en effet, mérite vraiment d'être posée. Nouvelle catégorie de discrimination autorisée. Le complotisme est devenu, en l'espace d'un an à peu près, le sceau du discrédit permettant d'éviter tout débat démocratique, tout questionnement, toute demande d'informations supplémentaires. Et le mépris est bien utile et il autorise certaines choses, notamment celle-ci. Olivier Véran, le 29 décembre 2021. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas vaccinées que je qualifierais des méfiants. Ceux qui vous disent ça peut aller du Covid n'existe pas, au vaccin tue, au vaccin n'est pas efficace. C'est un magma de gens qui se sont petit à petit enquistés dans une forme de contestation, pouvant prendre parfois des allures vraiment, pardonnez-moi pour l'expression, mais pas loin d'une sorte de délire, considérant qu'on leur veut du mal. Voilà Olivier Véran qui répond également à Martine Vonner, alors que Martine Vonner, alors députée, lui posait la question de la pertinence du pass sanitaire. Voilà comment Olivier répond. Demain est ma dernière réponse, pardonnez-moi pour la boutade, mais comme je ne peux pas m'en empêcher après les 5 minutes de show de Madame Vonner, juste lui dire, Madame Vonner, la chloroquine, ça ne se fume pas. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est du débat démocratique, ça c'est de l'argumentation et tout ça c'est grâce au complotisme. Le complotisme et le mépris qui l'accompagnent sont tellement pratiques qu'ils autorisent de sortir du cadre légal français et ils autorisent d'emmerder des citoyens devenus de fait des sous-citoyens français, de leur faire perdre une partie de leurs droits fondamentaux, le droit au travail, le droit au chômage ou à la formation professionnelle. C'est le cas en ce moment, je le rappelle, des soignants non vaccinés en dehors de toute légalité et ce sans que cela n'inquiète la majorité des citoyens. Ils permettent également, ce complotisme et ce mépris, de passer des lois, de mettre en place des contrôles d'identité et de santé qui n'ont jamais démontré leur pertinence, mais qui sont malgré tout appliqués sans que cela ne dérange notamment la majorité des citoyens et sans que cela ne puisse être interrogé. Il ouvre également la voie à un état d'urgence sanitaire qui se cumule à un état d'urgence sécuritaire et ni l'un ni l'autre n'ont pu faire preuve non plus de leur efficacité quelconque, mais une chose est sûre, vous êtes de plus en plus surveillés et vos droits de plus en plus diminués. Alors prenons un petit peu de recul et voyons si finalement ces complotistes qui suscitent le mépris ne seraient pas les héros de demain. Et voilà pourquoi je suis avec deux complotistes notoires. Non, mais on va faire la vraie présentation. Bonjour Marc Daoud. Bonjour, merci de nous recevoir. Avec plaisir, notamment surtout parce que je suis heureuse de présenter à nos auditeurs votre magazine. Vous êtes directeur de publication du magazine Nexus. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Nexus ? Alors, Nexus, pour le pouvoir en place, ce sera qualifié d'un média complotiste. Ça, c'est une certitude. Oui, ça, vous faites bien partie de cette table ronde. Bienvenue. Je pense qu'on est dans le thème. Pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous lisent, on est un média purement papier, présent aussi en ligne, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, en kiosque, et qui publie une information à contre-courant des discours officiels et des narratifs que l'on nous assène depuis des années dans les médias mainstream. Et je dirais que Nexus essaie d'étudier, d'enquêter dans les angles morts des médias mainstream, des informations qu'ils ne veulent pas voir et qui nous donnent beaucoup de grains à moudre. Et c'est dans ces angles morts que l'on trouve souvent les sujets les plus tabous, les plus riches aussi en compréhension de l'ordre social et politique actuel. D'accord. Donc, si vous donnez un exemple, par exemple, je vois que là, votre dernier numéro donc, de juillet-août, c'est ça, sur la maladie de Lyme. Oui, la maladie de Lyme qui a longtemps été, on va dire, marginalisée, été laissée de côté. Peu reconnue. Des patients qui sont restés très très longtemps dans une errance médicale et moqués, traités de fous, clairement. Des gens qui vivaient avec énormément de handicap en termes de santé. Et qui ont été baladés par les hôpitaux, par les médecins, et même moqués par certains à la télévision. Aujourd'hui, la maladie de Lyme est
reconnu officiellement, ça y est. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il y a une page qui est apparue sur la page du ministère de la Santé et tout un tas de recommandations et de prise en compte de cette maladie comme si de rien n'était, alors que depuis des années, les gens étaient méprisés. Oui, c'est en effet très intéressant, Marc Daoud. Et d'ailleurs, ça fait partie, ce complotisme, un jour on est complotiste et l'autre jour, d'un seul coup, tout le monde nous rejoint, mais c'est pas signifié, on reste complotiste pour autant parce qu'on l'a dit avant les autres. Jamais de requalification des complotistes. Exactement, ça c'est très intéressant également, on pourra en parler. Alexandre Juvin-Brunet, vous êtes capitaine Saint-Cyrien de gendarmerie, entrepreneur, vous êtes également ancien candidat à la présidentielle 2022. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre parcours également, c'est que vous avez travaillé dans la contre-influence. La contre-influence et la contre-ingérence, effectivement, qui travaillent sous le sceau du secret. Et le secret est vraiment ce qui définit fondamentalement ce qu'on peut appeler le complot. Parce qu'on peut parler de comploteur comme de complotiste, mais le radical de ces deux termes, c'est autour du complot. Et le complot, comme la conjuration ou comme la conspiration, ne sont ni plus ni moins que des entreprises secrètes destinées à un objectif, et fondamentalement souvent de soit conserver le pouvoir, soit essayer de le conquérir. Donc dans cette conquête du pouvoir, comme dans cette conservation du pouvoir, la France est un grand enjeu de ses pouvoirs, et c'est pour cela que la France est une terre de complot. Depuis le vase de Soissons jusqu'au petit Clamart, et encore récemment, les plus grands complots encore qui pourraient exister, pour lesquels on se fait traiter de complotiste. Par exemple, l'usage immodéré du Covid-19 qui aurait pu servir d'instrument social et politique pour autre chose. Le grand remplacement, on en parle beaucoup aussi. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que ce n'en est pas un? En tout cas, les personnes qui cherchent derrière à faire tomber ces secrets et donc à faire jaillir la vérité de tout ce que l'on pourrait nous cacher sont tous traités de complotistes. Et j'en fais partie, je suis dans le palmarès de Conspiracy Watch. Ah oui, donc, vous avez quand même reçu la médaille alors. J'ai la médaille. Mais vous aussi, je crois, Marc Daoud, non? Depuis très longtemps, oui. Ah oui, tous les deux, vous êtes sur le podium alors. L'observatoire du conspirationnisme. Mais il n'y a pas encore d'observatoire des complots ou des complots présumés existants. Et c'est ça qui pourrait souligner qu'il existe un véritable travail journalistique d'investigation montrant qu'il y a des secrets qui doivent tomber parce que c'est dans la vérité simplement que la démocratie peut exister durablement. On va parler de ces secrets dont on n'a pas le droit de parler et dont vous parlez voilà pourquoi je voudrais renverser un peu la vapeur et montrer que les lanceurs d'alerte que vous êtes finalement sont peut-être les héros de demain. On en parle dans quelques instants, mais il est 8h, c'est l'heure de faire un rapide point sur les informations avec Alexandre Colby. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Table ronde pour laquelle je suis toujours avec Marc Daoud, directeur de publication du magazine Nexus, et Alexandre Juvin-Brunet, capitaine Saint-Cyrien de gendarmerie, entrepreneur, ancien candidat à la présidentielle 2022 et spécialiste des questions de contre-ingérence notamment. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. En effet, ces complotistes d'hier qui sont finalement les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui et peut-être les héros de demain. Peut-être donner quelques exemples. Nous, on a cité ici, on était revenu sur cette affaire, le New York Post qui avait dénoncé les informations qui étaient dans l'ordinateur du fils Biden, qui a été pendant un an quand même discrédité. Le New York Post interdit de compte Twitter, interdit de compte Facebook, etc. Et qu'est-ce qui se passe un an après? Le New York Times, qui lui-même avait discrédité son collègue du Post, a finalement reconnaît que tout ça c'était bien vrai, sans une excuse, sans un mot d'excuse, etc. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, Marc Daoud, c'est-à-dire que c'est les personnes qui ont été maltraité, méprisé pendant un an, là, pas de retour en arrière, pas de pardon, rien, mais finalement, les informations finissent par arriver petit à petit, et la vérité, elle est dans le sens des premiers complotistes, c'est ça qui est intéressant. Marc Daoud. C'est vrai qu'effectivement, il y a une rapidité, une facilité à disqualifier les gens. Et ensuite, la requalification n'est quasiment jamais existante. Et c'est un très très bon exemple. J'en prendrai un autre. On revient sur l'histoire du Covid, qui revient au galop dans la sphère médiatique mainstream et qui pendant un temps suscitait l'interrogation par rapport à ses origines. Oui, le laboratoire de Wuhan. Wuhan. Oui, ça on l'a tous vu. Voilà, pendant un temps qualifié d'hypothèse complètement complotiste et On farfelue, n'avait pas le droit d'en parler. Qui a valu la disqualification de nombreux chercheurs, dont le professeur Montagnier et Alexandra Henrion-Code, que nous avions interviewé au sein du magazine Nexus. Nous, on avait reçu Claude Janvier à l'époque, qui avait écrit un livre qui interrogeait sur cette origine également, qui n'avait plus le droit au micro nulle part. Alors, petit exemple très révélateur par rapport
à ce discours qui est disqualifié mais jamais requalifié. Par exemple, cette interview d'Alexander Orion-Code qui parlait des origines du virus, une hypothèse peut-être proche d'un laboratoire, en tout cas qui posait la question, qui ouvrait le débat. YouTube censure, Facebook censure. Très très vite, on est en octobre 2020. Quelques mois après, l'OMS qualifie cette hypothèse de probable. Et on entend sur toutes les ondes cette hypothèse revenir un petit peu comme étant possible, plus du tout complotiste. Et à aucun moment, les GAFAM, en tout cas YouTube, requalifient cette vidéo comme étant, on va dire, acceptable par les standards de la communauté. On fait appel et à aucun moment, on ne peut avoir gain de cause. Et c'est pareil dans tous les médias. Et ça va même plus loin parce qu'à ce moment-là, il y a eu les cellules de ce qu'on appelle vérification d'information. La cellule de vérification d'information du Monde, pour citer celle-ci, mais il y en avait plein d'autres, qui accusait ces théories conspirationnistes, complotistes. Et on a la photo des deux images à côté, le même Monde, le journal Le Monde, qui, quelques mois plus tard, reconnaît que les origines peuvent être celles de la fuite du laboratoire de Wuhan. Voilà. Sans jamais demander... pardon, de présenter des excuses ou même requalifier les gens qu'ils ont abusément qualifiés de complotistes. Oui. Alexandre Juvin Brunet. Oui, le meilleur exemple, c'est cette dépêche AFP dont j'ai été victime, qui remonte à septembre, quand lors d'une vidéo, j'avais alerté la plupart de mes anciens confrères et consoeurs des forces armées en disant « Attention, vous allez subir une obligation vaccinale dans quelques semaines », c'était courant septembre, et vous devez faire preuve de la plus extrême prudence face à cette obligation. Et j'avertissais les chefs, la hiérarchie, en disant « Vous êtes responsables des vies, des existences des personnes qui sont sous vos ordres. Et vous êtes responsable administratif comme pénal. » Et donc je leur expliquais que jamais dans l'histoire des forces armées on avait eu de vaccination obligatoire avec des injections expérimentales de phase 3 qui n'étaient pas encore arrivées en phase 4. Et donc à ce titre, on ne pouvait pas par prudence, par précaution, vacciner toutes les forces armées au même moment. Il fallait adopter en fait un calendrier triennal. C'est un principe triennal de vaccination qui existe depuis toujours. Comme c'est censé l'être aussi pour les pilotes, d'ailleurs, on parlait avec les pilotes récemment. Exactement. En fait, une jamais vaccination deux pilotes qui ont le même produit en même temps. Exactement, par tiers, ou justement dans la même cabine, pas deux pilotes, le pilote et le copilote, eux-mêmes vaccinés, ce qui va d'ailleurs bientôt poser des problèmes parce qu'on commence à avoir la résurgence d'effets secondaires même chez les pilotes. Oui, on en parlait ici. Oui. Donc, là, exactement. Et donc à ce titre-là, parce que j'ai simplement voulu dénoncer cette offensive et derrière simplement rappeler au bon sens uniquement, et pour rechercher la vérité, comme le dit Marc Daoud, on se fait disqualifier dans un premier temps, et bien sûr, derrière, il n'y a aucune absolution. Vous rentrez dans une forme de cercle infernal, vicieux, où ensuite, toute la meute médiatique, aux ordres, subventionnée par un État, on va dire, j'ai pas envie de dire l'État français, certes pour partie, mais aussi la plupart des oligarchies financières, eh bien, se mettent à se déchaîner contre les quelques personnes qui apportent une voix dissonante par rapport au discours officiel. La meute médiatique aux ordres, ou alors même pas aux ordres, mais qui pratiquent l'autocensure par peur, faut le dire aussi, il y en a quand même beaucoup qui, par précaution, vont dire je vais quand même pas inviter cette personne sulfureuse. Je voudrais maintenant qu'on aille dans la stratégie de ce mépris, de cette discréditation. Pourquoi et comment on a réussi à mettre de côté finalement tous les résistants à un nouveau mode de pensée ou un nouveau produit, etc. On va commencer par vous, Alexandre Juvin Brunet, parce que je pense que c'est intéressant. Je pense que votre parcours et votre travail dans la contre-ingérence notamment peut donner pas mal d'explications. Oui, disons que quand on travaille en contre-ingérence, on s'occupe des menaces principales. Parlons de la menace principale qui pèse sur la France et sur son peuple. Nous sommes, je vais le dire à l'antenne, nous sommes des vassaux. La France est un vassal d'un grand empire occidental dominé par Washington et par les Américains. Et dans ce grand empire américain, la plupart des vassaux doivent être faibles et aux ordres pour suivre la doxa dominante dictée par Washington. Et d'ailleurs, vous le voyez jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale, la plupart des thématiques et même des idéologies dominantes des différents partis qui soient d'opposition ou majoritaires sont tous dictés plus ou moins par Washington. Qu'on parle du wokisme, du déconstructivisme, en allant jusqu'à la doctrine libérale que personne ne remet en question, tout est dicté par là-bas. Et donc, ce que nous avons... Jusqu'aux peut-être relations internationales du moment.
jusqu'aux relations internationales du moment. Donc on n'est pas obligé de rester juste dans la sphère simplement du Covid, autre chose. On peut élargir cela à toute la géopolitique. Et d'ailleurs, vous le voyez très bien, dans la guerre opposant la Russie à l'Ukraine, et j'incite bien la Russie à l'Ukraine, non pas la Russie à l'OTAN, ou la Russie à l'Occident, comme ils aimeraient nous faire traîner progressivement, nous faire glisser dans une guerre mondiale, eh bien, toutes les personnes de ces pays vassaux doivent suivre la ligne dominante qui est fixée par Washington. Et ici, tantôt c'est l'Union européenne, tantôt c'est l'OTAN, tantôt c'est l'OMS, et sont autant d'enceintes qui sont tantôt privées, publiques, organisations internationales ou non, ou officielles, qui suivent en fait une ligne dominante. Si vous en écartez, c'est disqualification, c'est mise à l'index, et c'est surtout derrière une forme on va dire eh bien en fait de mort économique et sociale et financière. Et c'est une asphyxie qui permettra en fait à ce que tous les opposants soient mis de côté et que toutes les personnes qui avaient le dessein, la volonté de s'opposer à tout cela, dans une démarche légitime, eh bien, à la fin, se mettent en fait dans le courant de la force, du pouvoir. Enfin, oui, presque tout, on va dire. C'est-à-dire la majorité, l'extrême majorité. Marc Daoud, c'est votre dernier numéro de mai-juin, la fabrique d'une autocensure de masse. Comment fonctionne cette fabrique ? Alors, ça fait 55 ans que ce mot conspirationnisme est dans la sphère médiatique pour disqualifier les opposants à un récit officiel. Et ça a commencé avec l'affaire JFK. C'est un terme qui a été envoyé par une note de la CIA en 1967 pour s'opposer à toutes les voix dissidentes concernant ce fameux rapport Warren, cette commission Warren, qui a établi avec ses conclusions l'hypothèse du tireur unique par rapport à cet assassinat de JFK qui a engendré énormément de doutes sur son opérabilité. À partir de là, dans les années 65, 66, 67, beaucoup de personnes ont commencé à prendre la parole aux États-Unis pour faire venir une voix dissidente concernant ces conclusions. La CIA fait passer cette note. Le mot conspirationnisme est lâché. C'est une technique pour disqualifier toutes les personnes contestataires. Et à partir de là, va s'établir un fonctionnement très similaire dans plein d'autres événements majeurs de disqualification qu'on a rencontré à chaque événement type 11 septembre, type attentat, dès que des voix, à tort ou à raison, peu importe, commençaient à faire émerger des analyses ou des hypothèses différentes, s'abattaient sur elles ce mot de conspirationnisme, de complotisme. On est dans une stratégie de l'exclusion qui date même d'avant cette note de la CIA, qui ne fait que reprendre les travaux d'Edouard Bernays et les travaux de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules. Ces deux personnes, dont surtout Edouard Bernays, qui était un applicateur zélé des principes de la géo-ingénierie et de la psychologie des foules, a permis de faire passer tout un tas d'évolutions sociales comme étant des évolutions de la société. On pense à cette fameuse opération de communication par rapport à l'émancipation des femmes. Édouard Bernays, qui, il y a plus d'un siècle, avait réussi à associer émancipation des femmes et consommation de cigarettes. C'était complètement tabou. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais comment manipuler les foules et faire changer certains comportements par certaines pratiques et en les médiatisant. Ensuite, le conspirationnisme a permis à ce que le récit officiel, puisque la démocratie étant un grand danger pour les élites, puisse imposer un consentement. Cette fabrique du consentement doit se baser sur l'exclusion. C'est vraiment la clé de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Le débat ne peut pas se faire effectivement de manière saine dans un rapport à une oligarchie qui doit imposer un consentement. Quand on voit que des grands, après Alexandre Juin-Brunet, je vais vous donner la parole, et puis Marc Daoud, vous avez encore plein d'autres choses à dire, mais quand on voit que des grands professeurs, pour revenir sur la question de la Covid et de son traitement, de grands professeurs, vous avez cité Alexandre Orion-Côte, professeur Raoult, qui est une personne assez atypique, on va dire, avec son caractère, mais malgré
malgré tout, qui a un CV pour lui, une carrière pour lui, comme le professeur Perron. Enfin, ces gens-là ont travaillé pendant des années, sont des chefs de service, des chefs d'hôpitaux, etc. Et puis d'un seul coup, ils deviendraient tous fous ou conspirationnistes. C'est intéressant de voir comment d'un seul coup, tout le monde peut devenir fou en même temps. Ça se rappelle en fait les procès en sorcellerie staliniens. Hein. Oui. L'histoire aussi nous montre, au-delà donc de ce qu'a fait la CIA... En psychiatrie, Staline, c'était déjà la psychiatrie. C'était des procès en psychiatrie déjà, de disqualification, d'ostracisation, bien sûr. Mais pour revenir au complotisme et donc à la notion centrale, la racine de ça qui est le complot, présumé ou existant, on ne sait jamais si c'en est véritablement un, actuellement, le complot ne supporte pas la notion de vérité, parce que c'est une entreprise secrète. Donc, je pose simplement une question aujourd'hui. Pourquoi, par exemple pour le Covid-19, tout encore est classifié. Oui. Tout a été classifié depuis 2 ans, donc c'est mis sous le sceau du secret absolu, un contournement démocratique, un contournement parlementaire, un contournement de la justice. Donc juste sur ce fait-là, l'état de droit français est en train de tomber, à moins qu'il soit déjà tombé. Oui, notons l'histoire des 2 états d'urgence cumulés aussi. Déjà, oui, tout à fait. On a déjà perdu notre notion d'état de droit classique. Alors que toutes les recherches scientifiques avec du recul de 2 ans, donc elles ne sont pas encore consolidées, ne montrent pas de menaces caractérisées sur la survie de l'espèce humaine au sens général et la survie du peuple français, qui aurait été impacté par cette pandémie. Non. Donc ça ne dépasse pas le 1% de la population. Donc on ne peut pas être sous le fait d'une menace caractéristique sur la survie d'une société. Donc ce secret doit tomber. La classification de tous les actes en Conseil de défense sanitaire n'a pas lieu d'être. Et donc, toutes les personnes actuellement élues, représentantes de la nation, qui ne font pas le job de dénoncer cette classification, entretiennent, directement ou indirectement, ce secret qui va à l'encontre de la démocratie et de la vérité que ça implique. Tout simplement. Marc Daoun, on revient sur cette histoire de fabrique du consentement que vous commenciez à expliquer. C'est assez simple. On est tous dotés d'un capital symbolique, surtout les personnalités dont vous citiez, professeur Raoult, professeur Perron, Laurent Toubiana, etc. Plus les gens ont un CV bardé, plus ils ont un capital symbolique élevé. Le but étant de prendre celui qui a le capital symbolique le plus élevé, professeur Raoult, de le mettre en avant et de le dézinguer devant le pays entier. Ça permet d'exclure ces personnes et les hypothèses qui vont avec. Quand le message ne va pas, on détruit le messager. Et c'est vrai que ce contrôle horizontal, puisque l'attaque en complotisme est une, on va dire, ubérisation du contrôle. On va ubériser le contrôle à l'horizontale. Les citoyens vont se contrôler entre eux et vont pouvoir se donner des bons points ou des mauvais points. Et le complotisme, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à attribuer à quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Et ça, c'est vraiment terrible, puisque on peut se rappeler, il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Tchernobyl. Oui. Combien de journalistes à l'époque ont essayé de sonner l'alerte et ont été traités de tous les noms. Mais à l'époque, c'était complotiste et évidemment, il fallait croire que les nuages s'arrêtaient aux frontières. S'arrêtaient aux frontières, donc on va essayer de faire croire à des choses incroyables, voire même qui remettent en cause les lois naturelles. Il a fallu Jean-Claude Bourré, heureusement, en plein direct pour faire éclater cette omerta, mais pendant des mois et des semaines, combien de personnes ont continué de consommer une alimentation qui était interdite dans les autres pays d'Europe? Et en France, par des soucis électoraux et politiques, on continuait de laisser les gens croire qu'il n'y avait aucun danger. Et aujourd'hui, on est le premier pays consommateur de lévothyrox. Voilà, il y a aussi un lien. Donc, effectivement, cette fabrique du consentement, elle est nécessaire. Et malheureusement, les gens et la plupart des personnes ont la mémoire courte. Et c'est un peu normal. Nous ne sommes pas tous dotés des mêmes méthodes en tant que citoyens que les journalistes. Et tout à l'heure, vous disiez peut-être héros de demain. Pour ma part, je pense pas. Je pense qu'on est juste en train de faire notre travail et que malheureusement, un journaliste qui fait juste son travail, aujourd'hui, ça sort de l'ordinaire et on va essayer d'imaginer que ce sont des héros comme des lanceurs d'alerte qui sont des citoyens éclairés qui essaient d'éclairer le chemin des autres. Donc finalement, on est face à cette démission des pouvoirs publics, puisque finalement on devrait être protégé par les pouvoirs publics. On ne devrait pas être là en train de on a vu de parler comme dans une démocratie, protégés. oui.
dans une démocratie, regardez effectivement, comment qui est fonctionne. protégé Julian Assange en ce moment. Et tout ça est révélateur. Tout ça est révélateur. Tout ça est révélateur d'un manque de cohésion, d'un manque de protection des citoyens. Et on fait reposer sur les journalistes ce quatrième pouvoir qui n'en est plus un, puisque la plupart des journalistes ne font plus leur travail. Il faut des citoyens comme Alexandre Julien Brunet qui va alerter aussi certains corps de métier, des journalistes un peu indépendants comme au sein du magazine Nexus ou chez vous ou François, etc. Des gens qui prennent des risques, qui vont oser briser certains tabous et aller explorer des sujets interdits. Ouais, Alexandre Juvin Brunet. Ma question aussi, c'est est-ce que là, vous pensez que dans le climat ambiant, il peut y avoir un réveil je pense que vous l'avez dit, sur certains sujets, il y a eu des réveils, il y a eu finalement des reconnaissances après coup. Même si on ne va pas recrédibiliser les personnes qu'on a déjà décrédibilisées, ça serait quand même trop demandé. Mais est-ce que vous pensez que là, malgré tout, il y a quelque chose qui peut arriver ? Oui, dans le bain ambiant dans lequel nous vivons, un bain ambiant qui a été ingénieré, qui a été préparé, les réveils se font souvent dans la souffrance, malheureusement. Et il est souvent trop tard. Combien de personnes, de femmes par exemple, qui ont créé un collectif, par exemple, Où est mon cycle, par exemple, se sont réveillées dans la souffrance, alors qu'elles ont été alertées pendant des semaines et des mois sur le danger potentiel donc, de ces injections dont on ne maîtrise rien. Et donc ce manque de prudence, en fait, va pousser beaucoup de citoyens à se réveiller, à mon sens, trop tard. Et ce n'est pas leur faute. Ils n'en sont pas fondamentalement coupables parce qu'ils ont en face d'eux tout un système qui est finement rodé, huilé, pour justement fabriquer leur consentement pour qu'ensuite ils aient du prêt à penser, du prêt à voter, du prêt à injecter, du prêt à exister en fait. Il n'y a plus en fait de liberté individuelle, il n'y a plus de liberté de conscience, il n'y a plus de discernement. Tout est fait pour le détruire parce que nous ne vivons plus en démocratie. Et le libre arbitre est trop dangereux peut-être pour certaines personnes. Bien sûr, et en fait cette situation ne fait que dévoiler la réalité du système dans lequel nous vivons et de nos principes et de nos valeurs que hier encore, qui hier encore prévalait et qu'on défendait, et aujourd'hui nous sommes dans la réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de ces valeurs, de ces principes ? Mais on voit déjà que le débat démocratique est déjà en train de disparaître. On voit bien qu'une grande majorité des prises de décision se font maintenant par Ursula von der Leyen à la Commission européenne, que nous envoyons des armes ou que nous commandions des vaccins, cela se passe à la tête de la Commission européenne. Finalement, les choses sont déjà en route. Oui, mais jusqu'ici, en fait, cet abandon de souveraineté donc pour des institutions supranationales qui étaient censées garantir la paix et la prospérité était sans conséquence sur notre quotidien. Oui. Or maintenant, la souffrance va arriver. La souffrance des corps qu'ont subi beaucoup de Français durant l'épisode du Covid va être doublée cette fois-ci par la souffrance de la faim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir de la prospérité, elle va tomber, cette prospérité, et en raison d'ailleurs des politiques totalement folles de l'Union européenne, et les conséquences sur les corps encore, la souffrance et la guerre pourraient venir en raison de l'OTAN, qui, je le rappelle, n'est qu'une structure, une alliance militaire patronnée par Washington et par les États-Unis pour garantir à la fin les intérêts d'un seul peuple, le peuple américain. Il n'y a pas de peuple occidental. Il y a un peuple américain, tous les autres peuples sont des vassaux. Et c'est la raison pour laquelle il y a un autre complot encore qui existe bel et bien, qui est celui du grand remplacement, un grand remplacement ethnique, mais surtout culturel et politique, qui en fait ne sert qu'à dissoudre, affaiblir l'identité. Voilà, la plupart des vassaux de cet empire pour empêcher que les membres de cet empire, l'Allemagne, la France, l'Italie, se réveillent, résistent et se disent: l'Amérique, on n'en veut plus, nous sommes indépendants, nous sommes souverains chez nous. Marc Daoud. Je voulais revenir sur un aspect par rapport à ce libre arbitre dont vous parliez des citoyens. Il a existé une dernière fois au référendum de 2005. Oui. Voilà, déni de démocratie flagrant 2 ans après. Le choix du peuple a été mis de côté par voie parlementaire avec l'arrivée de Sarkozy. Et effectivement, depuis lors, on subit ce traité de Lisbonne par tous les moyens possibles, et on le voit de plus en plus, comme tu disais, Alexandre. C'est terrible, puisque je pense que les gens ont perdu
perdu du coup leur motivation à la démocratie, leurs idéaux, avec ce dernier référendum qui nous a été proposé et qui a clairement rejeté cette politique mondialiste qui s'appliquait à travers cette Union européenne que finalement en France nous ne voulions pas. Et depuis lors, il y a une espèce de résignation. Une résignation qui se sent partout. Les gens, d'ailleurs, l'abstention bat des records. Et c'est à juste titre, puisqu'on se dit de toute façon, même en passant par une voie sacrée, qui est censée être le référendum, toutes les voies institutionnelles permettront aux politiques qui le veulent de le contourner. Donc finalement, les gens se résignent et malheureusement, peut-être se réveillent trop tard par la suite, puisqu'ils abandonnent un petit peu la compréhension du monde dans lequel ils sont. Et lorsqu'ils se réveillent trop tard, finalement, ils peuvent réagir mal. Parce que finalement, quand on accumule autant de frustration et d'incompréhension de notre environnement, quand tout nous tombe sur la tête, on peut avoir des réactions inadaptées. Et c'est ça le danger, c'est qu'il faut éviter de trop sortir la tête de notre état actuel en ayant une forme de colère. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut éviter. Je voulais rappeler un chiffre tout à l'heure que j'avais oublié de vous citer par rapport à la fabrique du consentement et au maintien des informations. Le journal Le Monde, 4 millions de dollars. Il a reçu 4 millions de dollars entre 2014 et 2019 d'une fondation, la fondation Bill et Melinda Gates. L'AFP aussi d'ailleurs, on avait parlé. Exactement. C'est comme ça que l'information circule ou ne circule pas. Et je voudrais juste rappeler une chose, que c'est très important. Et c'est quelque chose qui nous a été, qui nous a tombé sur la tête il y a quelques années. Notre page Wikipédia nous traite de tous les noms, forcément, complotistes, etc. Vous avez pu voir ça. Antisémitisme. Ah bon, voilà. Alors ça, c'est la dernière attaque, c'est-à-dire que quand le complotisme ne marche plus, on vous traite en général, d'antisémite. tout est rentré un peu dans le même paquet, maintenant c'est plus Exactement. pratique. Et notre page est verrouillée, c'est-à-dire que comble du comble, la page Wikipédia étant un sujet sur Wikipédia collaborative, et maintenant on ne peut plus... Alors on est en procès contre Wikipédia, c'est terrible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les étiquettes, conspirationnisme, complotisme, antisémitisme, sont là pour clore tous les débats. Il faut vraiment faire attention à cela. Oui. C'est très intéressant et malheureusement on n'est pas sorti de l'auberge, mais merci beaucoup à vous deux. Nous savons qui vous êtes et qui vous n'êtes pas, donc merci beaucoup d'être venu parler de ces étiquettes de complotisme qui sont bien pratiques pour éviter tous les sujets. Marc Daoud, directeur de publication du magazine Nexus. En tout cas, moi j'invite tous mes auditeurs à aller se renseigner sur ce magazine qui a l'air vraiment très intéressant. Alexandre Juvin-Brunet, capitaine Saint-Cyrien de gendarmerie. Je suis sûr qu'on continuera à t'entendre parler de vous. Oui. Et président du parti Le Peuple de France. Oui, c'est vrai, pardon, j'ai oublié de le préciser, vous avez bien fait de le dire. Je salue d'ailleurs tous nos membres et aussi tous les très courageux candidats qui s'étaient présentés aux législatives donc, ces dernières semaines. Oui, je les salue encore ce matin. Nous aussi, nous les saluons. Merci beaucoup, mais merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.